Elle fut chassée pour être noire. Le lendemain, elle possédait la boutique. Amara Johnson, une femme noire d'une élégance discrète, entra dans l'univers scintillant de Radiance Beauty, une boutique de luxe située sur la prestigieuse 5e avenue, pour y être accueillie par un mépris glacial et une discrimination éhontée. Le directeur, Victor Langston, un homme imbu de sa supériorité, la jugea indigne de fouler son sol de marbre et la fit expulser sans ménagement, sous les regards complices ou indifférents des clients et du personnel. Ce n'était pas seulement une humiliation personnelle, c'était une injustice criante, un affront à la dignité humaine, qui ne resterait pas impuni. Avez-vous déjà été victime de discrimination? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous en écrivant « Justice pour tous » et dites-nous d'où vous regardez cette histoire, car ce récit, brûlant de colère et de revanche, vous fera vibrer d'indignation et d'espoir. Le soleil matinal caressait les vitrines rutilantes de Radiance Beauty, un temple du luxe où chaque produit semblait élevé au rang d'œuvre d'art. Amara Johnson, vêtue d'un jean sombre impeccablement coupé et d'un pull en cachemire crème, franchit la porte avec une assurance naturelle, celle d'une femme qui n'a rien à prouver. Ses cheveux naturels, soigneusement relevés en un chignon élégant, encadraient un visage où brillait une intelligence vive et une dignité inébranlable. Elle n'était pas là par hasard. Épouse de Marcus Carter, un magnat de la technologie milliardaire, elle cherchait des produits pour une soirée de gala caritative qu'elle avait organisée, un dîner exclusif où chaque couvert coûtait 50 000 $. Mais pour Victor Langston, le directeur de la boutique, Amara n'était qu'une intruse, une femme noire dont l'apparence ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait d'une cliente digne de Radiance Beauty. Dès son entrée, l'atmosphère changea subtilement. Les vendeurs, en uniforme noir impeccable, armés de tablettes recouvertes de cuir, circulaient avec une précision chorégraphiée, offrant des sourires obséquieux aux clientes habituelles. Une femme blonde, drapée dans un manteau Chanel, fut accueillie par son prénom. « Madame Vanderbilt, votre commande limitée est arrivée. Souhaitez-vous un verre de champagne? » Une autre, une rousse élancée aux airs d'influenceuse, fut escortée vers la zone VIP, un sanctuaire de velours où l'éclairage flattait chaque produit. Mais Amara, elle, resta invisible. Pendant 10 longues minutes, elle patienta près de l'entrée, observant la danse du privilège avec un calme apparent. Aucun vendeur ne croisa son regard. 3 femmes blanches entrèrent après elle, et chacune reçut une attention immédiate. Une jeune femme aux cheveux platine, enveloppée dans une fourrure malgré la douceur du climat, fut littéralement poursuivie par un vendeur zélé. « Vous cherchez quelque chose de spécial? La collection Lumière fait fureur sur Instagram. » Amara, elle, n'existait pas. Ce n'était pas un oubli innocent. Radiance Beauty, avec ses lustres de cristal et ses sols de marbre italien, était un bastion d'exclusivité, un monde où le prix des produits n'était jamais affiché, où demander « combien ça coûte ?» était jugé vulgaire. Amara, habituée aux boutiques de luxe de Paris à Tokyo, connaissait ce jeu. Elle ne s'attendait pas à être choyée, mais elle n'anticipait pas non plus l'hostilité qui allait suivre. Elle s'avança vers l'arrière de la boutique, où trônait la collection Éclat, une gamme limitée de 6 produits, conditionnés dans des flacons de verre soufflés à la main, ornés de perles récoltées durablement. Le prix, 25 000 $ pour l'ensemble. Amara, dont la fortune personnelle surpassait celle de bien des clients présents, examina les ingrédients avec une attention méticuleuse, fruit d'années à étudier les formules cosmétiques pour éviter les irritations que sa mère, femme de ménage, avait subies à cause de produits bon marché. Soudain, une ombre se dressa derrière elle. Pas l'ombre serviable d'un vendeur, mais une présence froide, presque menaçante. Amara se retourna pour découvrir Victor Langston, un homme grand, aux cheveux gris impeccablement coiffés, vêtu d'un costume sur mesure qui semblait hurler son arrogance. Ses yeux bleus glacés la toisaient avec une désapprobation évidente. Son badge, plus discret que ceux des employés ordinaires, indiquait « Victor Langston, directeur général ». Ses lèvres esquissèrent un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Puis-je vous aider à trouver la sortie ?» lança-t-il, sa voix suave mais venimeuse. « Ceci n'est pas un musée pour les curieux. » L'insulte était limpide. Amara ne faisait pas partie du monde de Radiance. Elle était une étrangère, une touriste, une usurpatrice, osant toucher des produits qu'elle n'avait, selon lui, aucun droit d'approcher. Amara releva le menton, son regard ne vacillant pas. En fait,
répondit-elle, sa voix mélodique mais ferme. « Je suis intéressée par la collection Éclat. J'ai un événement ce soir et je souhaiterais tester le sérum illuminateur. » Les yeux de Victor se plissèrent, la jaugeant de la tête aux pieds. Son regard s'attarda sur son pull sans logo, ses chaussures en cuir simple mais hors de prix, et enfin sur l'anneau à son doigt, une alliance en platine sertie d'un diamant discret, mais d'une valeur dépassant 5 ans de son salaire. Il haussa un sourcil, comme s'il soupçonnait une contrefaçon. « Ces produits représentent un investissement considérable, » dit-il, insistant sur le mot « considérable », comme s'il s'adressait à une enfant incapable de comprendre. « Avez-vous une pièce d'identité, une preuve de revenu? Nous avons eu des problèmes avec certaines personnes qui viennent manipuler des articles de luxe sans intention d'acheter. Et vous? » Il fit une pause, son sourire s'élargissant en une grimace méprisante. « Vous semblez être de celle-là. » L'expression « certaines personnes » flotta dans l'air, chargée de sous-entendus racistes. Amara sentit une chaleur monter en elle, mais elle garda son sang-froid. En 15 ans de shopping dans les boutiques de luxe, jamais on ne lui avait demandé de prouver sa solvabilité avant même de toucher un produit. « Je ne transporte pas mes relevés bancaires pour faire des achats, » répondit-elle, une pointe d'irritation perçant son calme. « Et je doute que vos autres clients soient soumis à ce genre d'exigence. » Elle désigna d'un geste discret la zone VIP, où la rousse sirotait du champagne tout en testant des crèmes. « Je n'ai pas vu vos vendeurs demander leur bilan financier à qui que ce soit aujourd'hui. » Le masque de courtoisie de Victor se fissura, révélant un mépris brut. Il s'approcha, baissant la voix, mais accentuant son ton venimeux. « Ces articles coûtent plus que ce que vous gagnez en 1 an, siffla-t-il, assez fort pour que les vendeurs proches l'entendent. Vous êtes ici pour mendier des échantillons ou prendre des photos pour Instagram? Nous ne sommes pas un décor pour vos fantasmes de réseaux sociaux. » Son regard glissa vers le téléphone d'Amara, visible dans la poche de son jean. « Laissez-moi deviner. Vous voulez des selfies avec des produits que vous ne pouvez pas acheter pour impressionner vos abonnés. Ou peut-être espérez-vous des échantillons gratuits? Nous ne faisons pas l'aumône ici, et nous ne servons pas les gens comme vous. » Chaque mot était une flèche empoisonnée, conçue pour la rabaisser, pour lui rappeler qu'aux yeux de Victor, elle n'appartenait pas à ce monde, peu importe sa fortune réelle. La boutique s'était tue. Les clients observaient, certains mal à l'aise, d'autres amusés par le spectacle d'une femme qu'ils jugeaient hors de sa place être remise à sa prétendue condition. Parmi eux, une jeune cliente noire, Tiana, une étudiante en chimie venue acheter un cadeau pour sa mère, serra les poings. Elle fit un pas en avant, prête à intervenir, mais Claire, l'assistante de Victor, une femme aux lèvres pincées et au regard calculateur, lui lança un avertissement glacial. « Restez à votre place, ou vous serez banni de cette boutique pour toujours. » Tiana, humiliée, recula, ses joues brûlantes de honte. Amara, elle, restait composée, bien que ses yeux sombres brillaient d'une colère contenue. Elle envisagea plusieurs options. Partir discrètement, exiger de parler au propriétaire, ou acheter la collection entière pour prouver son erreur. Mais un principe plus profond était en jeu. Pourquoi devrait-elle justifier son droit au respect? En fait, dit-elle, sa voix claire résonnant dans le silence oppressant, je comptais acheter la collection Éclat entière, les 6 produits, soit... Elle fit une pause, calculant mentalement. Un peu plus de 25 000 $, taxes incluses. Victor éclata d'un rire cruel, un ricanement qui fit vibrer l'air comme un coup de fouet. « Bien sûr que vous alliez le faire, » railla-t-il, assez fort pour que tous l'entendent, transformant Amara en cible d'une plaisanterie qu'il croyait universellement comprise. Il leva la main, appelant la sécurité. « Nous avons une perturbatrice, une touriste sans le sou qui nous fait perdre notre temps. » 2 gardes, menés par Derek, un homme massif au sourire narquois, s'approchèrent. Derek, connu pour son zèle excessif, semblait savourer l'occasion. « Ne me touchez pas !» ordonna Amara, sa voix portant l'autorité d'une femme habituée à diriger des conseils d'administration. « Je partirai seul. » Mais il n'avait que faire de sa dignité. Derek saisit son bras gauche, son collègue l'autre, la soulevant presque du sol. Alors qu'il la traînait vers la sortie, Derek, d'un geste prétendument accidentel, marcha sur le sac à main d'Amara, un modèle Hermès en cuir rare valant 15 000 $, qui s'ouvrit sous son poids.
Ses affaires, un portefeuille, un carnet, une photo de sa fille adoptive, s'éparpillèrent sur le trottoir, sous les rires étouffés de Claire et les regards indifférents des passants. Un touriste filma la scène, son téléphone capturant chaque seconde de cette humiliation publique. Jamal, un nouvel employé, observa depuis le comptoir, son cœur serré. Il avait voulu protester, mais Claire, qui supervisait son stage, lui avait murmuré « Fais ce qu'on te dit, ou tu perds ta place ». Jamal baissa les yeux, rongé par la culpabilité. Dehors, Amara trébucha légèrement sous la poussée finale des gardes, mais elle se redressa avec une grâce calculée. Elle lissa son pull, ramassa ses affaires une à une, ignorant les regards curieux de la foule. Puis, elle sortit son téléphone. Derrière les vitres, Victor et Claire observaient, satisfaits, croyant qu'elle appellerait un taxi ou fondrait en larmes. Ils se trompaient. « Marcus », dit-elle à son mari, sa voix tremblante non pas de peur, mais d'une rage maîtrisée, « tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. » Elle fit une pause, écoutant sa réponse. « Non, ne fais rien de précipité. Je veux gérer ça à ma façon. » Elle jeta un dernier regard à la boutique où Victor, les bras croisés, arborait un sourire triomphant, tel un roi bannissant une indésirable. Radiance Beauty, 5e avenue. Le directeur s'appelle Victor Langston. On en reparlera à la maison. Ce que Victor ignorait, ce que Claire ne pouvait imaginer, c'était l'identité d'Amara Johnson. Fille d'immigrants sénégalais, elle avait grandi dans un modeste appartement du Bronx, où son père, chauffeur de bus, et sa mère, couturière, s'étaient sacrifiés pour son éducation. Diplômée avec mention de Columbia, puis d'un MBA à Stanford, Amara avait bâti une carrière fulgurante dans la finance avant de rencontrer Marcus à un gala caritatif. Leur mariage, discret, n'avait pas changé son essence. Elle portait le nom de ses parents avec fierté, refusant d'être définie par la fortune de son mari. Son alliance, seul signe visible de sa richesse, valait plus que le salaire annuel de Victor multiplié par 10. Mais pour lui, elle n'était qu'une ombre à chasser de son royaume d'exclusivité. L'indignation d'Amara n'était pas seulement personnelle. Elle pensait à Tiana, forcée au silence, à Jamal, contrainte à la complicité, à toutes les personnes que Radiance Beauty avait jugées indignes à cause de leur peau, de leurs vêtements, de leur absence de logos ostentatoires. En raccrochant, elle marcha lentement le long de la 5e avenue, sa démarche mesurée masquant une tempête intérieure. Victor Langston venait de commettre l'erreur de sa vie, et il n'avait aucune idée de la tornade qu'il avait déclenchée. Cette boutique, ce symbole d'élitisme et de préjugés, allait bientôt apprendre ce qu'il en coûtait de juger un livre à sa couverture. Et le monde, grâce aux vidéos circulant déjà sur les réseaux sociaux, serait témoin de cette justice imminente. Le lendemain matin, l'aube n'avait pas encore pleinement éclairé la 5e avenue lorsque 2 Rolls-Royce Phantom anthracites, aussi imposantes que des navires de guerre, s'arrêtèrent devant Radiance Beauty dans un silence oppressant. La foule matinale, composée de touristes curieux et d'employés pressés, s'immobilisa, captivée par cette arrivée théâtrale. Ce n'était pas une simple visite. C'était une déclaration de guerre, une tempête sur le point d'éclater. Amara Johnson, la femme humiliée et chassée la veille, descendit du premier véhicule, vêtue d'un tailleur blanc immaculé qui semblait capturer la lumière du matin. À ses côtés, Marcus Carter, son mari, un milliardaire de la technologie à la présence magnétique, émergea du second véhicule, son costume gris anthracite taillé sur mesure exsudant une autorité silencieuse. Derrière eux, 4 escalades noires formèrent un demi-cercle protecteur, d'où sortirent 12 exécutifs en costumes impeccables, chacun tenant une mallette en cuir gravée du logo de Carter Enterprises. Radiance Beauty, ce sanctuaire d'élitisme, allait bientôt découvrir qu'il n'était qu'un château de cartes face à la colère d'un couple déterminé à faire tomber ses murs d'injustice. À l'intérieur, l'ambiance était déjà tendue. Les employés, alertés par la rumeur d'un scandale imminent, échangeaient des chuchotements nerveux près des vitrines. La vidéo de l'expulsion d'Amara, capturée par un touriste et devenue virale sur les réseaux sociaux, circulait dans un groupe de discussion interne, accompagnée de spéculations sur l'identité de cette femme mystérieuse. Certains, comme Claire, l'assistante de Victor Langston, balayaient les rumeurs d'un rire dédaigneux. Une cliente ordinaire qui a voulu jouer les grandes dames. Elle ne reviendra pas. Mais d'autres, comme Jamal, le jeune employé qui avait assisté à la scène, étaient rongés par la culpabilité. Il n'avait pas dormi,
hanté par le regard d'Amara lorsqu'elle avait ramassé ses affaires sur le trottoir. Tiana, la cliente qui avait tenté d'intervenir, n'était pas revenue, mais son humiliation pesait encore dans l'air, un rappel de l'injustice quotidienne qui régnait dans ses murs. Victor Langston, inconscient de la tempête qui s'approchait, ajustait sa cravate dans son bureau vitré, un sourire satisfait aux lèvres. Il se félicitait d'avoir maintenu l'exclusivité de Radiance Beauty en expulsant celle qu'il croyait être une intruse. Son arrogance, forgée par des années à juger les clients sur leur apparence, était son armure. Mais cette armure allait bientôt se fissurer. Alerté par le brouhaha à l'entrée, il sortit, son sourire de façade réservé aux VIP déjà en place. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à Claire, qui observait la scène par la vitre. « Des Rolls-Royce » murmura-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Et je crois que c'est elle. » Victor plissa les yeux, son sourire vacillant lorsqu'il reconnut Amara, non plus dans son pull modeste, mais dans une tenue qui hurlait le pouvoir. À ses côtés, Marcus Carter, dont le visage apparaissait régulièrement dans les pages de Forbes, avançait avec une assurance qui fit frissonner l'assemblée. « C'est impossible » balbutia Victor, son assurance s'effritant. « Elle ne peut pas... » Mais il n'eut pas le temps de finir. Les portes s'ouvrirent précisément à 10 heures, et Amara entra la première, ses talons claquant sur le marbre comme des coups de marteau. Derrière elle, Marcus et son équipe s'avancèrent, leurs pas synchronisés résonnant comme une marche militaire. La boutique, d'ordinaire bruissante de murmures et de musique d'ambiance, plongea dans un silence glacial. Les vendeurs, figés, échangeaient des regards paniqués. Claire, toujours fidèle à son rôle de gardienne de l'ordre établi, tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur Carter, madame. Bienvenue à Radiance Beauty, » dit-elle, sa voix tremblante trahissant son malaise. « C'est un honneur de vous accueillir. En quoi puis-je vous aider ?» Mais son sourire forcé s'effaça sous le regard perçant d'Amara, qui ne daigna pas répondre. Victor, sentant le sol se dérober sous ses pieds, s'avança, la main tendue dans un geste désespéré pour reprendre l'initiative. « Monsieur Carter, madame. Johnson, » dit-il, butant sur le nom comme s'il lui brûlait la langue. « Un malentendu hier, sans doute. Si j'avais su qui vous étiez, nous aurions déployé notre service VIP. » Sa voix mielleuse masquait mal sa panique. Amara l'ignora, son regard traversant Victor comme s'il n'était qu'un obstacle insignifiant. Marcus, lui, fit un pas en avant, sa présence emplissant l'espace d'une autorité qui fit reculer plusieurs employés. « Je crois que vous avez rencontré ma femme hier, » dit-il, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Et je crois que vous avez fait une erreur très coûteuse. » Le silence qui suivit fut insoutenable. Victor, le visage blême, chercha du soutien auprès de Claire, mais elle baissa les yeux, incapable de croiser son regard. Les autres employés, sentant l'orage, s'écartèrent instinctivement. Derek, le garde de sécurité qui avait marché sur le sac d'Amara, se tenait près de la sortie, son arrogance habituelle remplacée par une nervosité visible. Jamal, derrière le comptoir, serrait les poings, son cœur battant à tout rompre. Il savait que ce moment allait changer tout. Marcus fit un signe à une femme de son équipe, une avocate aux cheveux gris coupés courts, qui s'avança avec une mallette. Elle tendit à Victor un dossier orné du logo de Carter Enterprises. « Qu'est-ce que c'est » demanda Victor, sa voix tremblante alors qu'il saisissait le document, une goutte de sueur perlant sur sa tempe. « Des documents de transfert de propriété » répondit Marcus, son ton aussi froid qu'un verdict. À 4h30 ce matin, Carter Enterprises a acquis 63% des actions de Pinnacle Luxury Group, la société mère de Radiance Beauty. La salle entière sembla retenir son souffle. Les employés, pétrifiés, réalisèrent soudain qu'ils ne faisaient pas face à des clients mécontents, mais à leurs nouveaux propriétaires. Victor feuilleta le dossier, ses doigts tremblants, ses yeux parcourant frénétiquement les termes juridiques qui scellaient son destin. « C'est impossible », bredouilla-t-il. Radiance possède 50 boutiques dans le monde entier. La marque vaut plus d'1 milliard de dollars. Le conseil d'administration n'aurait jamais... L'avocate l'interrompit, sa voix précise comme une lame. Le conseil n'avait pas le choix. Nous avons agi rapidement, et ils ont été informés il y a 1 heure. Marcus ôta ses lunettes de soleil, les pliant avec une lenteur délibérée, avant de les glisser dans sa poche. « Je pourrais acheter 500 boutiques comme la vôtre, monsieur Langston, » dit-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Votre entreprise représente moins de 2% de ma fortune. »
L'ampleur de cette déclaration frappa les employés comme un coup de tonnerre. Victor, vacillant, s'appuya sur le comptoir, son monde s'effondrant sous ses pieds. Claire, jusque-là silencieuse, tenta de reprendre la parole. « Monsieur Carter, nous pouvons arranger cela, » dit-elle, son ton faussement conciliant. « Un malentendu. Comme l'a dit Monsieur Langston, nous sommes prêts à offrir des excuses publiques, des produits gratuits, mais Marcus la coupa d'un regard qui la fit taire instantanément. « Nous ne sommes pas ici pour des excuses, » dit-il, sa voix montant d'un cran, chargée d'une colère contenue qui fit frissonner l'Assemblée. « Nous sommes ici pour mettre fin à une culture d'exclusion et de racisme systématique. » Et c'est à été. Il se tourna vers son équipe, qui se déploya avec une précision militaire, installant un écran de projection au centre de la boutique. Les employés furent rassemblés en un demi-cercle nerveux, contraints de faire face à leurs propres reflets. Les lumières s'atténuèrent et l'écran s'alluma, révélant une série de graphiques accablants. « Ma équipe a analysé vos données clients », annonça Marcus. « Sur vos 50 boutiques mondiales, 92% de votre clientèle est blanche. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une politique non écrite mais appliquée avec rigueur. » Des images de caméras de sécurité défilèrent, montrant des clients blancs accueillis avec chaleur tandis que des clients noirs, latinos ou asiatiques étaient ignorés ou suivis avec suspicion. Une vidéo montra Tiana, la jeune cliente qui avait tenté d'intervenir la veille, suivie par Derek dans les allées, son panier scruté comme si elle était une voleuse. Tiana, visible sur l'écran, baissait la tête, humiliée, tandis que Claire, à l'arrière-plan, murmurait quelque chose à un collègue avec un sourire narquois. Les employés présents dans la salle échangèrent des regards horrifiés, certains réalisant pour la première fois l'ampleur de leur complicité. Puis vint la vidéo d'Amara. Chaque moment de son humiliation fut projeté en haute définition. L'approche arrogante de Victor, ses commentaires méprisants, le geste brutal de Derek marchant sur son sac, et enfin, son expulsion sous les rires étouffés de Claire. Des murmures choqués parcoururent la salle, et Jamal, incapable de supporter la honte, enfouit son visage dans ses mains. Lorsque les lumières se rallumèrent, Victor, trempé de sueur, se leva, sa voix chevrotante. « C'était un malentendu, » plaida-t-il, cherchant désespérément à sauver sa peau. « Nous recevons beaucoup de curieux qui prennent des photos sans acheter. Nous devons protéger l'exclusivité de notre marque. » Marcus le fixa, son regard aussi dur que l'acier. « Exclusivité » répéta-t-il, sa voix vibrante de colère. « Parlons de ce que cela signifie vraiment chez Radiance. Écoutons vos autres victimes. » Sur un signe de Marcus, les portes s'ouvrirent, et 5 personnes entrèrent. Des clients de couleur, chacun portant une histoire d'humiliation similaire. Une femme noire d'âge mûr, le docteur Sophie Moreau, chirurgienne de renom, raconta comment on lui avait suggéré d'aller dans une boutique plus abordable lorsqu'elle voulait acheter des cadeaux pour son équipe. Un homme indien, Rajesh Patel, gestionnaire de fonds spéculatifs, décrivit être suivi par la sécurité malgré un achat de 30 000 $. Une femme latina, la juge Maria Alvarez, révéla qu'on lui avait demandé si elle cherchait l'entrée du personnel. Chaque témoignage était un coup de poignard dans l'orgueil de Victor. Mais Marcus n'en avait pas fini. 3 anciens employés entrèrent, dont Laila, une femme noire licenciée pour avoir dénoncé les pratiques discriminatoires. « On m'a dit de prioriser les clients qui avaient de l'air de pouvoir acheter », expliqua-t-elle, sa voix tremblante de colère. Les formations ne mentionnaient jamais la race explicitement, mais les exemples étaient clairs. Les clients blancs étaient la priorité. Un autre ex-employé, Karim, ajouta « Mes commissions étaient plus faibles parce qu'on me donnait les clients que Victor jugeait non rentables, presque toujours des personnes de couleur. » Les employés actuels, horrifiés, commencèrent à murmurer, certains pleurant en silence, d'autres fuyant les regards. Soudain Jamal se leva, sa voix brisée par l'émotion. « J'ai vu Claire former les nouveaux employés, » dit-il, ses yeux fixant le sol. Elle nous disait de repérer les vrais clients dès leur entrée. Elle utilisait des termes codés, mais tout le monde savait ce qu'elle voulait dire. Claire, rouge de colère, bondit. « Comment oses-tu » s'écria-t-elle, pointant Jamal du doigt. « Tu es un stagiaire, tu ne sais rien. C'est toi qui as hésité hier, tu aurais dû intervenir si tu étais si vertueux. » Sa tentative de détourner la faute ne fit qu'attiser la colère de Marcus. « Assez » tonna-t-il.
sa voix résonnant comme un coup de canon. Vous tous, vous avez construit une machine à exclure, à humilier, à détruire. Et aujourd'hui, cette machine s'arrête. Il se tourna vers Victor, dont le visage était désormais d'un gris cendré. Vous êtes licencié avec effet immédiat, déclara Marcus, chaque mot tombant comme une sentence. La sécurité vous escortera pour récupérer vos effets personnels. Victor, brisé, tomba à genoux, sa dignité envolée. Non, pitié, supplia-t-il, sa voix rauque. J'ai une famille, une hypothèque, des enfants dans une école privée. Cette boutique, c'est ma vie. Amara, qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança, sa présence imposant un silence absolu. 12 ans, dit-elle, sa voix calme mais chargée d'une autorité qui fit frissonner la salle. 12 ans à juger les gens sur leur apparence, à décider qui appartient à ce monde et qui n'y a pas sa place, en vous basant sur vos préjugés. Vous avez construit votre carrière sur l'exclusion et maintenant, vous en payez le prix. Derek, tentant de s'éclipser, fut intercepté par l'équipe de Marcus. « Pas si vite, » dit l'avocate, lui tendant une lettre de licenciement. « Votre comportement hier était inacceptable. Vous êtes également licencié. » Derek, rouge de honte, marmonna une excuse inaudible, mais personne ne l'écouta. Claire, sentant le vent tourner, tenta une dernière manœuvre. « Monsieur Carter, je peux être utile, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je peux reformer l'équipe, instaurer de nouvelles pratiques. » Mais Amara la coupa. « Vous avez ri lorsque mon sac a été piétiné, » dit-elle, son regard perçant Claire comme une lame. « Vous avez menacé une cliente qui voulait m'aider. Vous êtes aussi coupable que lui. » Les portes furent verrouillées, les stores abaissés, isolant la boutique du monde extérieur. Les clients matinaux, curieux, se pressaient contre les vitres, mais ils ne voyaient qu'une scène indistincte. À l'intérieur, c'était un tribunal improvisé, où chaque employé faisait face à ses actions. Marcus s'adressa à tous, sa voix vibrant d'une colère juste. « Hier, ma femme a été discriminée à cause de sa couleur de peau. Elle a été humiliée publiquement, agressée physiquement et chassée d'une boutique où elle comptait dépenser plus de 25 000 $. Mais ce n'est pas seulement son histoire. C'est celle de Tiana, de Sophie, de Rajesh, de Maria, de Lila, de Karim, et de milliers d'autres que vous avez jugés indignes. » Il fit une pause, laissant ces mots s'imprégner. Radiance Beauty ferme ses portes à midi aujourd'hui, dans le monde entier, pour une restructuration complète. Un cri étouffé parcourut la salle. Une vendeuse, Véronique, s'avança, paniquée. « Vous ne pouvez pas faire ça, » s'écria-t-elle. « J'ai des objectifs de vente, des clients fidèles. » Marcus la fixa, implacable. « Vous avez ignoré ma femme hier pour courir après Madame Harrington. Votre historique montre un service sélectif, basé sur les mêmes préjugés que ceux de votre directeur. » Véronique se tourna vers Amara, désespérée. « Je ne savais pas qui vous étiez. » Amara, s'avançant, répondit d'une voix qui coupa le souffle à l'assemblée. « C'est précisément le problème. Vous n'auriez pas dû avoir besoin de savoir qui je suis pour me traiter avec respect. Vous m'avez jugé sur mon apparence, pas sur mon caractère. Cette erreur, vous ne la commettrez qu'une fois. » Alors que la sécurité escortait Victor et Derek hors de la boutique, l'équipe de Marcus distribuait des enveloppes contenant des avis de licenciement et des indemnités de 2 semaines. Claire, reléguée à un rôle subalterne, reçut un avertissement. Elle serait surveillée de près. Jamal, en larmes, s'approcha d'Amara. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'aurais dû parler hier. » Amara posa une main sur son épaule. « Vous l'avez fait aujourd'hui, » dit-elle doucement. « C'est un début. » La boutique, jadis un temple de l'exclusivité, était désormais un champ de ruines morales, où chaque employé affrontait la vérité de ses actions. Victor, escorté dehors, trébucha sur le trottoir, sous les regards des passants qui le filmaient. Son humiliation publique un écho cruel de celle d'Amara. Mais ce n'était que le début. Radiance Beauty et tout ce qu'elle représentait allait être transformé, et le monde en serait témoin. 6 mois plus tard, la boutique de la 5e avenue, autrefois temple de l'élitisme sous le nom de Radiance Beauty, avait été métamorphosée en un symbole éclatant d'un nouveau paradigme. Harmony. Les vitrines intimidantes, les lustres oppressants et l'atmosphère de froide exclusivité avaient disparu, remplacés par une façade chaleureuse, où des lettres dorées élégantes proclamaient le nom Harmony avec une promesse d'inclusion.
Ce jour-là, la grande réouverture attira une foule immense, s'étendant sur plusieurs pâtés de maisons. Des journalistes de mode, des magnats des affaires et des influenceurs se bousculaient pour assister à ce qui n'était pas seulement un événement commercial, mais une révolution dans le monde du luxe. Au centre de cette transformation se tenait Amara Johnson, non plus la cliente humiliée et chassée, mais la nouvelle directrice créative de la marque, une force visionnaire qui avait remodelé non seulement une boutique, mais les 50 magasins Harmony à travers le monde. Pourtant, l'écho de l'injustice subie par Amara, Tiana et tant d'autres continuait de résonner, alimentant une colère juste contre ceux qui, comme Victor Langston et Claire, incarnaient encore l'arrogance du passé. Cette colère, loin de s'éteindre, se transformait en un feu purificateur, redessinant les contours d'un secteur bâti sur l'exclusion. L'intérieur de Harmony était une révélation. Les vitrines, autrefois inaccessibles comme des forteresses, étaient maintenant ouvertes, invitantes, avec des étiquettes de prix clairement affichées, toujours exorbitantes, mais transparentes, défiant l'idée que le luxe devait être un secret réservé à une élite. La diversité de l'équipe frappait immédiatement. Des employés de toutes origines, âges et morphologies, portant des badges indiquant non seulement leur nom, mais aussi les langues qu'ils parlaient, créant des ponts instantanés avec une clientèle internationale. Tiana, la jeune étudiante qui avait tenté d'intervenir lors de l'expulsion d'Amara, était là, non plus en cliente intimidée, mais en tant que designer junior, ses idées innovantes sur les soins capillaires naturels déjà intégrés dans une collection capsule. Jamal, l'employé rongé par la culpabilité, avait été réembauché après avoir prouvé sa volonté de changer. Il dirigeait désormais un programme communautaire, organisant des ateliers gratuits sur les soins de la peau pour les jeunes de milieux défavorisés. Mais cette transformation n'était pas seulement esthétique ou symbolique. Elle était une gifle retentissante à l'ancien ordre, une réponse cinglante à l'arrogance de Victor, Claire et tous ceux qui avaient cru pouvoir humilier impunément. De l'autre côté de la ville, dans une boutique de cosmétiques à prix réduit nommée Value Glam, Victor Langston, jadis le tyran de Radiance Beauty, portait un gilet rouge criard, un contraste pathétique avec son ancien costume sur mesure. Il servait une cliente, une jeune femme noire qui posait des questions précises sur les fonds de teint adaptés à sa carnation. « Oui, madame », répondit-il, sa voix soigneusement respectueuse, mais teintée d'une amertume mal dissimulée. « Nous avons 12 teintes pour les peaux plus foncées. Voulez-vous tester un échantillon? » La cliente, une ancienne habituée de Radiance, le fixa un instant, un sourire narquois au coin des lèvres. « Vous êtes celui qui a chassé cette femme de Radiance, n'est-ce pas? » demanda-t-elle, sa voix assez forte pour attirer l'attention des autres clients. Victor blêmit, ses mains tremblant alors qu'il alignait les échantillons. C'était un malentendu, marmonna-t-il, mais la cliente le coupa. Un malentendu? Vous l'avez fait traîner dehors comme une criminelle. Les autres clients murmurèrent, certains prenant leur téléphone pour filmer. Victor, humilié, baissa les yeux, sa chute de gardien du luxe à employé subalterne, désormais une légende dans l'industrie. Une leçon brutale sur les conséquences de l'arrogance. Claire, quant à elle, avait été rétrogradée à un poste de vendeuse dans une boutique Harmony de banlieue. Forcée de suivre une formation intensive sur les préjugés inconscients, elle bouillonnait intérieurement, refusant d'admettre sa complicité. Lors d'une session, elle osa lever la main pour se plaindre. « Tout cela est exagéré. Nous protégeons la marque, c'est tout. » La formatrice, une femme noire qui avait elle-même été ignorée par Claire des années plus tôt dans une autre boutique, répondit avec un calme glacial. « Protéger la marque en humiliant des clients? En menaçant une jeune fille comme Tiana? Votre marque était construite sur l'exclusion, et elle s'est effondrée sous le poids de votre propre mépris. » D'Albert? Qui es-tu? Les autres employés, dont certains avaient travaillé sous ses ordres, détournèrent le regard, leur silence plus accablant que n'importe quelle réprimande. Claire, isolée, sentit pour la première fois le poids de son propre rôle dans l'injustice, mais son refus obstiné d'évoluer ne fit qu'amplifier l'indignation de ceux qui assistaient à sa chute. Dans la boutique principale d'Harmony, la réouverture était un triomphe. Les médias du monde entier couvraient l'événement, louant la vision d'Amara pour avoir transformé une marque toxique en un modèle d'inclusion. Les ventes avaient grimpé de 40% en 6 mois, prouvant que l'éthique et la rentabilité pouvaient coexister.
La clientèle, jadis presque exclusivement blanche, reflétait désormais la diversité vibrante des villes où Harmony opérait. Mais ce succès n'était pas seulement financier, il était un acte de défi, une réponse cinglante à des décennies de discrimination systémique. Amara, debout au centre de la boutique, supervisait l'événement avec une dignité qui contrastait avec l'humiliation qu'elle avait subie. Elle s'approcha d'eux la vitrine de la collection Éclat, ses yeux s'arrêtant sur une jeune femme latina, hésitante, qui examinait un sérum. Amara s'approcha, non pas en tant que directrice, mais comme une mentor bienveillante. « Ce sérum a changé ma routine de soins », dit-elle doucement, pointant le produit. « Je serais ravie de vous offrir un échantillon pour l'essayer avant de décider. » La jeune femme, émue par cette attention, murmura un merci timide. Amara lui tendit un dépliant sur le programme de nouveaux designers d'Harmony. « Vous avez mentionné étudier la chimie cosmétique », ajouta-t-elle avec un sourire. « Nous recherchons des talents comme le vôtre. Pensez à postuler. » Cette interaction, simple mais profonde, incarnait la mission d'Harmony, voir les gens pour ce qu'ils sont, non pour ce qu'ils semblent être. La jeune femme, prénommée Sophia, raconta plus tard à une collègue qu'elle s'attendait à être ignorée ou jugée, comme elle l'avait été dans d'autres boutiques de luxe. Au lieu de cela, elle avait été accueillie avec chaleur, son potentiel reconnu par la femme qui dirigeait désormais l'empire Harmony. Ce moment, chargé d'espoir, contrastait violemment avec l'image de Victor, désormais réduit à balbutier des excuses dans une boutique discount, ou de Claire, forcé de confronter ses préjugés dans une salle de formation. Leur refus d'évoluer, leur obstination à défendre un système qui avait brisé tant de vies, attisait une colère brûlante chez ceux qui connaissaient l'histoire. Comment osaient-ils continuer à se justifier, à minimiser leurs actions, alors que leurs victimes avaient souffert en silence pendant des années? Dans les coulisses, Amara dirigeait un programme de formation révolutionnaire qu'elle avait conçu elle-même. Chaque employé, du magasinier au cadre supérieur, suivait des sessions intensives sur les préjugés inconscients, mêlant simulation, analyse de données et réflexion personnelle. Le luxe a toujours été défini par l'exclusion, expliquait-elle à un groupe attentif. Nous renversons ce modèle. Notre luxe est l'inclusion, l'expérience exceptionnelle offerte à chaque personne qui franchit ses portes. Elle partagea son propre parcours, de sa jeunesse dans le Bronx à sa position actuelle, soulignant que le talent et la valeur ne se mesurent pas à l'apparence. Les employés, dont certains avaient initialement résisté au changement, étaient désormais captivés, certains en larmes face à leurs propres aveuglements. Jamal, qui animait une session, raconta comment il avait failli à Amara sous la pression de Claire, son témoignage brut suscitant une indignation collective contre l'ancien régime de radiance. Pendant ce temps, dans son bureau avec vue sur la boutique, Marcus donnait une rare interview à un magazine économique. « Harmony n'est pas qu'un nom », expliqua-t-il, désignant l'effervescence en contrebas. « C'est l'héritage que nous laissons. Le luxe traditionnel renforçait des hiérarchies nuisibles. Nous prouvons qu'un autre chemin est possible, plus éthique, plus humain et plus rentable. » Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. 73% des employés étaient issus de minorités, 68% des postes de direction occupés par des femmes et des personnes de couleur, et une satisfaction des employés à 92%. Ces statistiques, impensables dans l'ancien monde de Radiance, étaient un défi direct aux pratiques discriminatoires du passé, une gifle à ceux comme Victor et Claire, dont l'aveuglement avait perpétué l'injustice. L'initiative des nouveaux designers, dirigée par Amara, était le cœur battant de cette transformation. Dans un atelier au-dessus de la boutique principale, elle mentorait 10 créateurs issus de milieux défavorisés, leur offrant ressources, formations et une plateforme pour leur création. Parmi eux, Tiana, dont les produits capillaires, inspirés des recettes traditionnelles de sa grand-mère haïtienne, trônait dans une vitrine près de l'entrée. Jamal, quant à lui, avait conçu un programme qui offrait des produits gratuits aux adolescentes de quartiers populaires, leur donnant confiance en elles-mêmes. Ces initiatives, nées de l'expérience d'Amara, étaient une réponse directe à l'humiliation qu'elle avait subie, un moyen de s'assurer que personne ne se sentirait jamais indigne dans ses murs. Mais l'indignation restait vive. Victor, dans son gilet rouge, continuait de murmurer à ses collègues que son licenciement était injuste, refusant d'admettre que ses actions avaient brisé des vies. Claire, lors d'une pause formation, se plaignait à voix basse à une collègue. « Ils exagèrent, ce n'était qu'une cliente parmi d'autres. »
Cette obstination, ce refus de reconnaître leur tort, attisait une colère profonde chez ceux qui connaissaient l'histoire. Comment pouvaient-ils rester aveugles face à la douleur qu'ils avaient infligée? Leur chute. Victor, réduit à un rôle subalterne, Claire forcée de suivre des formations qu'elle méprisait, était une justice poétique, mais leur manque de remords rendait cette justice incomplète, alimentant une rage qui ne demandait qu'à éclater. Un après-midi tranquille, une jeune latina, Sofia, entra dans Harmony, hésitante, ses vêtements simples mais soignés. Autrefois, elle aurait été ignorée ou suivie avec suspicion. Au lieu de cela, une employée l'accueillit chaleureusement, sans présumer de sa capacité à payer. Alors que Sofia examinait un produit, Amara s'approcha, reconnaissant en elle une version plus jeune d'elle-même. Leur conversation, centrée sur les passions et les rêves de Sofia, aboutit à une invitation à rejoindre le programme des designers. « Le talent est partout », dit Amara, ses mots empreints d'une conviction féroce. « Ce qui manque, c'est l'opportunité. Nous comblons cet écart. » Ce moment, chargé d'espoir, contrastait avec l'image de Victor, humilié par une cliente qui le reconnaissait, ou de Claire, confrontée à ses propres préjugés dans une salle de formation. Leur refus de changer, leur arrogance persistante, rendaient leur chute d'autant plus satisfaisante, mais aussi plus infuriante. Chaque soir, Amara réunissait son équipe pour une réflexion quotidienne, une pratique qu'elle avait instaurée dès le premier jour. « Qu'est-ce que le vrai luxe ?» demanda-t-elle un soir, sa voix résonnant dans la boutique désormais silencieuse. « Ce n'est pas ce que vous possédez, c'est créer un espace où chacun peut briller. Aujourd'hui, comment avez-vous aidé quelqu'un à briller? » Les réponses des employés, des histoires de clients émus, de jeunes designers inspirés, étaient la preuve que Harmony réécrivait les règles du luxe. Mais la colère contre l'ancien régime persistait. Victor et Claire, par leur refus d'évoluer, incarnaient tout ce qu'Harmony combattait, un monde où l'apparence primait sur le caractère, où l'exclusion était une devise. Leur chute, bien que méritée, ne suffisait pas à apaiser la rage face à leur aveuglement. Harmony, sous la direction d'Amara et Marcus, était plus qu'une marque. C'était un mouvement, un cri de défi contre l'injustice, une promesse que le luxe pouvait être synonyme d'humanité. Et ce mouvement, né d'une humiliation sur un trottoir de la 5e avenue, était en train de changer le monde, une boutique à la fois. L'histoire d'Amara Johnson, chassée de Radiance Beauty pour la couleur de sa peau, et qui, le lendemain, est devenue propriétaire de la boutique sous le nom d'Harmony, résonne comme un cri de justice dans un monde où les préjugés continuent de diviser. Ce récit, vibrant de colère, de dignité et de triomphe, ne se contente pas de dénoncer l'injustice. Il nous invite à réfléchir profondément à nos propres comportements et à tirer des leçons applicables à notre quotidien. En France, où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont au cœur de notre identité, cette histoire nous interpelle avec une force particulière, nous poussant à examiner nos responsabilités individuelles et collectives face à la discrimination. À travers une analyse empreinte de la sensibilité française, explorons les émotions suscitées par ce récit et les enseignements qu'il offre pour transformer nos vies et notre société. Une colère juste. L'émotion au cœur du récit. L'expulsion brutale d'Amara, traînée hors de Radiance Beauty, sous les regards moqueurs de Victor Langston et Claire, déclenche une indignation immédiate. Cette scène, où une femme digne est humiliée pour son apparence, touche une corde sensible, la douleur de l'injustice. En France, où l'on chérit l'idée d'une société égalitaire, cette discrimination raciale est un affront à nos valeurs. La colère que nous ressentons face à l'arrogance de Victor, qui juge Amara indigne sans connaître sa valeur, reflète notre aversion pour l'élitisme aveugle. Mais cette colère n'est pas stérile. Elle devient un moteur de changement, comme en témoigne la transformation d'Amara et Marcus, qui canalisent leur rage en une révolution éthique. Cette émotion nous rappelle que la colère, lorsqu'elle est juste, peut être une force constructive, nous poussant à agir contre les injustices que nous observons dans notre entourage. La dignité face à l'humiliation. Une leçon d'humanité. L'attitude d'Amara face à son humiliation est un modèle de résilience. Malgré les insultes, les gestes violents et la foule indifférente, elle conserve une dignité inébranlable, refusant de se laisser définir par le mépris des autres. Cette posture résonne avec la tradition française de l'élégance morale, incarnée par des figures comme Simone de Beauvoir, qui prônait l'affirmation de soi face à l'oppression.
Amara ne cède pas à la provocation. Elle choisit une réponse stratégique, transformant sa douleur en pouvoir. Cette leçon nous enseigne l'importance de préserver notre estime de soi, même dans les moments les plus sombres. Dans nos vies, lorsque nous faisons face à des jugements injustes, au travail, dans les espaces publics ou même en famille, nous pouvons puiser dans cette dignité pour répondre avec force et intelligence, plutôt que de succomber à la colère ou au désespoir. La transformation comme acte de résistance. La renaissance de Radiance Beauty and Harmony sous la direction d'Amara est bien plus qu'une revanche. C'est un acte de résistance contre un système bâti sur l'exclusion. En France, où les mouvements sociaux ont souvent redessiné les contours de la société, cette transformation évoque des combats comme ceux pour l'égalité des droits ou contre les discriminations. Harmony, avec sa diversité, sa transparence et son engagement communautaire, incarne une vision du luxe accessible à tous, défiant l'idée que la valeur se mesure à l'apparence. Cette leçon nous invite à repenser nos propres sphères d'influence. Que ce soit dans nos lieux de travail, nos écoles ou nos cercles sociaux, nous avons le pouvoir de créer des espaces inclusifs où chacun est vu pour son potentiel, non pour son apparence ou son statut. Chaque petit geste, accueillir un collègue marginalisé, défendre une personne injustement critiquée, contribue à bâtir une société plus juste. L'inclusion comme valeur universelle. L'un des enseignements les plus puissants de ce récit est la preuve que l'inclusion n'est pas seulement morale, mais aussi bénéfique. Les chiffres d'Harmony: 40% d'augmentation des ventes, 73% d'employés issus de minorités, 92% de satisfaction, démontrent que la diversité est une force. En France, où les débats sur l'intégration et la diversité sont souvent polarisés, cette histoire offre une perspective pragmatique. L'inclusion enrichit, tant sur le plan humain qu'économique. Nous pouvons appliquer cette leçon dans nos vies en valorisant les différences autour de nous. Au lieu de juger un voisin, un collègue ou un inconnu sur des stéréotypes, prenons le temps de découvrir leur histoire, leur talent, leur humanité. Ce simple changement d'attitude peut transformer nos interactions quotidiennes, rendant nos communautés plus fortes et plus unies. La responsabilité collective. Ne pas être complice. Le silence des employés de Radiance Beauty, comme celui de Jamal avant qu'il ne trouve le courage de parler, souligne une vérité inconfortable. La complicité passive perpétue l'injustice. En France, où l'on valorise le débat et l'engagement citoyen, ce silence nous rappelle notre responsabilité de ne pas fermer les yeux face aux discriminations. Jamal, en dénonçant les pratiques de Claire, montre qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Cette leçon est cruciale dans notre quotidien. Lorsque nous assistons à une remarque raciste, à une exclusion injuste ou à un comportement discriminant, nous devons oser intervenir, même si cela est inconfortable. Un mot, un geste, une objection peuvent faire la différence, brisant le cycle du silence qui permet aux injustices de prospérer. La chute des arrogants. Une justice poétique. La déchéance de Victor et Claire, réduits à des rôles subalternes et confrontés à leur propre mépris, offre une satisfaction viscérale. En France, où l'on apprécie les récits de justice poétique, leur chute rappelle des contes comme ceux de La Fontaine, où l'orgueil est puni. Pourtant, leur refus d'admettre leur tort attise une colère persistante. Cette tension nous enseigne que la justice ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de changements intérieurs. Dans nos vies, nous rencontrons des Victor et des Claire, des personnes qui jugent, excluent, méprisent. Plutôt que de chercher leur humiliation, nous pouvons choisir de leur montrer, par nos actions, qu'un autre chemin est possible. En incarnant des valeurs d'inclusion et de respect, nous devenons des agents de transformation, plus puissants que la vengeance. Appliquer ces leçons dans la vie quotidienne. Concrètement, comment appliquer ces leçons dans notre vie en France? D'abord, cultivons l'empathie. Avant de juger quelqu'un sur son apparence, un voisin en vêtements modestes, un collègue d'une autre origine, posons-nous la question: quelle est son histoire? Ensuite, engageons-nous activement. Si nous voyons une injustice, comme une remarque discriminatoire dans un café ou une exclusion dans une réunion, intervenons avec tact mais fermeté. Enfin, promouvons l'inclusion dans nos cercles. Que ce soit en invitant une personne marginalisée à une discussion, en soutenant des initiatives locales pour la diversité ou en éduquant nos proches sur les préjugés, chaque action compte. Ces gestes, inspirés par l'histoire d'Amara, nous rapprochent d'une société où la fraternité n'est pas un idéal,
mais une réalité. Un appel à l'action. L'histoire d'Amara Johnson est un miroir tendu à chacun de nous. Elle nous rappelle que l'injustice, sous toutes ses formes, ne peut être vaincue que par le courage, la dignité et l'engagement collectif. En France, où nous aspirons à une société juste et unie, ce récit est un appel à transformer notre indignation en action. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien en likant cette vidéo, en la partageant avec vos proches et en vous abonnant à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains récits inspirants. Laissez un commentaire ci-dessous avec le message « Justice pour tous » et partagez votre propre expérience ou réflexion. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde où chacun peut briller sans être jugé sur son apparence. Agissons dès aujourd'hui pour bâtir l'harmonie de demain.